Je me suis pété la nénette. Ouais, je suis allé où ma pizza? Ah, on n'a pas eu 3 fromages? Oh les bâtards. J'appelle. Donc tout notre possible pour vous répondre au plus vite. Et si tu te foires, Je m'en fous, je m'appelle Léo. je voulais pas que tu l'entendes. Qu'il soit vierge. Un petit golden boy du podcast. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Léo. Léo a 25 ans, et avec lui, nous avons discuté de la quête de soi, des Golden Boys, des posters de charme dans nos chambres d'ados, des claques que l'on reçoit parfois, mais surtout, de courage et d'émancipation. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme ? Je pense qu'aujourd'hui, oui. J'ai quelques souvenirs où j'aurais aimé être une femme. Et en fait, j'ai souvent tendance à me déguiser en femme. Et je sentais que c'était pas forcément quelque chose de normal. En tout cas, je voulais pas le montrer à mes parents. J'aime bien le bruit des talons et du coup, j'avais envie de mettre les talons de ma mère. Et où, par exemple, je mettais ses jupes. C'est trop bizarre. Mais derrière son dos, en fait. Pourquoi derrière son dos ? Parce que je pense que, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu mon jardin secret et j'avais pas envie de me montrer comme ça, en fait, aux yeux de mes parents. Et c'est vrai que j'avais plus tendance à m'identifier au comportement féminin. Je me disais pas que l'homosexualité était quelque chose qui existait parce que j'avais pas d'exemple autour de moi ou, et les premières attirances, c'était en 5e. Et en fait, j'étais attiré par des mecs et je me suis dit, putain, c'est con, je suis pas une fille, quoi. Et du coup, j'espérais être une fille pour pouvoir, je me dis, bah, c'est la seule manière d'être avec des mecs. Tu nous disais juste avant que tu savais pas ce que c'était l'homosexualité, t'avais pas conscience que ça pouvait exister. Mm-hmm. À quel moment est-ce que t'as pris conscience que l'homosexualité ça existait et donc que c'était normal que tu ressentes ça? Bah, je pense que c'était à peu près aux premières attirances, en fait, pour les personnes de même sexe, même si au début, c'était plutôt trouver des garçons beaux. Quand je me suis rendu compte que quand je disais à une fille qu'elle était belle, ça avait pas la même signification que quand je disais pas un garçon, mais je le pensais sur un garçon, ça signifiait pas la même chose pour moi. Et là, je me suis dit, en fait, t'as peut-être pas besoin d'être une fille, en fait. Peut-être que tu peux rester un garçon et être attiré par des garçons. Et en fait, c'est là, ça a commencé mon cheminement, mais qui, finalement, j'ai pas de souvenir de recherche que j'ai pu faire derrière le dos de mes parents, sur Google ou l'ICOS à l'époque, mais j'ai fait mon truc de mon côté dans ma tête. J'avais pas d'exemple autour de moi de famille, d'amis qui étaient gays. Donc ça s'est fait de moi-même et je pense que j'ai eu besoin de temps en fait surtout pour assimiler l'idée que c'était possible. Donc c'est seulement pour ça parce que j'ai toujours été à l'aise avec mon sexe mais c'est seulement pour ça que j'ai pensé que ce serait peut-être plus simple d'être une fille, ouais. Et pour toi, c'est quoi la masculinité ? C'est quoi être un homme ? Je pense que c'est pour moi le parfait mariage entre un homme et une femme. C'est pas pour moi c'est l'équilibre des deux qui font l'homme parfait entre guillemets. En tout cas, j'ai toujours été intéressé par des gens qui avaient des traits de caractère qu'on associait plus à des femmes et ce qui est aussi lié à comment j'ai grandi et à mon entourage. Mon père était pas trop présent, donc j'étais surtout avec ma mère et ma sœur, avec toutes les séries que je regardais où j'étais fasciné par les femmes. Tu peux parler de tes posters de Charmed. La trilogie du samedi, de Buffy et de Charmed, bien sûr, et de tous mes posters dans la chambre, et que c'était vraiment que de la fascination, en fait, et aucune attirance, même si pour ma mère, c'était que je me paluchais devant ces femmes, ce qui c'était absolument pas le cas. Mais j'étais admiratif et fasciné. Est-ce que tu sais si tes parents étaient heureux quand tu es né d'avoir un garçon ? Oui, c'est certain. Mon père, sûrement, je sais pas, vieux délire masculin d'avoir un garçon. Héritier. Voilà, c'était et en plus je suis lui en tout cas était le seul à pouvoir faire perpétuer le nom de famille parce qu'il y avait aucun garçon. Je pense que c'était sa fierté masculine de pouvoir offrir une descendance à mon nom de famille, quoi. On va parler de ton éveil sexuel maintenant. Et ma première question, c'est est-ce que t'as un souvenir de la première fois où t'as pensé au sexe, où t'as eu conscience du sexe ? Je pense que ça m'a pas marqué plus que ça, et dans tous les cas, l'éducation sexuelle que j'ai eue
n'était pas du tout vraiment 21e siècle. Déjà, c'était très hétérocentré. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais j'espère qu'on aborde tous les types de sexualité et qu'on se contente pas de parler d'hétérosexualité. Et pour moi, en tout cas, j'ai pour souvenir qu'on ne parlait que de ça. J'ai pas souvenir de livres qui m'ont marqué ou d'images aperçues ou de discussions que j'ai pu avoir avec mes parents. Ça s'est fait de moi-même et j'ai pas eu besoin d'avoir des réponses tout de suite, en fait. Et c'est à quel âge, tu te souviens, que t'as découvert l'existence de la sexualité ? C'est peut-être pas le cas, mais je rapprocherais sûrement ça du moment où j'ai commencé à découvrir la masturbation, je pense. C'était à la fin d'un 5e. Je me souviens de ce moment parce que c'était en fait j'ai l'impression d'en avoir jamais parlé à personne, jamais avoir eu de conseils sur comment se masturber, puis même j'ai l'impression d'en avoir jamais entendu parler. Je sais pas, il y a un jour ma mère gardait des enfants et était partie. J'étais en train de réviser et j'ai eu envie de me foutre à poil. Je sais pas pourquoi, j'étais sur mon lit et en fait d'un coup j'ai voulu me mettre nu quoi. Et là je me suis mis à réviser. Puis je me suis dit putain mais j'avais chaud et tout, enfin je ressentais un truc quoi. Et en fait j'ai commencé à me toucher et puis bah ça finit par l'orgasme et puis là tu te retrouves avec un truc sur le ventre et puis tu te dis putain c'est quoi je crois que j'ai entendu parler du sperme mais je suis pas sûr, puis en même temps est-ce que j'ai pas chopé un truc, c'est chelou quoi, et en même temps tu te sens hyper honteux parce que ta mère elle va rentrer dans 10 minutes donc tu cours à la salle de bain puis t'as envie d'effacer ça, tu te sens un peu, c'est con hein, mais j'avais l'impression de passer de plus être enfant en fait. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'était brisé quoi. Et je me suis dit putain merde, non, ça a pas. Je pensais que ça allait durer plus longtemps mon enfance. Et c'était assez étrange. Et mais en même temps ça faisait du bien donc t'avais envie de le refaire et t'avais envie que ça continue. Enfin quand tu es en train de découvrir, enfin franchement je me branlais tous les jours je pense parce que je sais pas, t'apprends et puis t'es super chaud tout le temps. Hein. Du coup t'as besoin d'assouvir ça et puis tu te retrouves avec ta poubelle remplie de mouchoirs et puis après tu vois les poubelles, les mouchoirs qui étaient dans ta poubelle dans la poubelle principale. Et là tu te dis putain ouais en fait c'est un peu chelou quoi parce que du coup ta mère ramasse tous tes mouchoirs et je me suis dit quand même elle doit se poser des questions quoi, c'est pas normal que ton fils se mouche 50 fois par semaine quoi. En même temps elle devait probablement se douter de ce que c'était. Je pense mais ça rejoint ce que je disais sur l'enfance, c'est que j'avais pas envie je voulais absolument pas avoir ce genre de discussion avec elle parce que j'avais pas envie que son regard change sur moi. Donc je préférais me dire elle ramasse mes mouchoirs et puis elle croit que j'ai le rhume et puis c'est pas grave. Alors que c'était sûrement pas le cas. Est-ce que tu te souviens si tes parents, ils étaient plutôt ouverts sur le sujet ou plutôt fermés ? Je pense qu'ils étaient plutôt mal à l'aise. Je me souviens pas avoir eu de discussion avec eux pour parler de sexualité. Et dans cette idée, je me souviens quand j'essayais de me découvrir, j'essayais de trouver des images excitantes sur internet pour découvrir un peu comment ça se passait chez les autres et en fait je faisais ça sur le PC familial sans penser à l'historique de recherche. Et je me souviens en fait d'un soir où mon père est venu, je m'en souviendrai toujours parce que ça a vraiment un épisode qui m'a marqué. Je regardais la télé avec ma sœur et je me souviens exactement à quelle scène il est venu me déranger et de quel programme je regardais parce que ça a été hyper violent. Et il a ouvert la porte et il a dit viens, il faut que je te parle, mais de manière très sèche. Et je me suis dit putain j'ai fait une connerie. Et là il m'a foutu une gifle. Et là en fait il m'a limite tiré par l'oreille jusqu'au PC et m'a montré mon historique de recherche. Et là je me suis dit putain merde, il y a un historique de recherche. Je savais pas trop comment ça fonctionnait. Et en fait, en termes de parents, c'est vraiment absolument pas la réaction à avoir parce qu'en fait, il m'a fait culpabiliser. Déjà, moi aujourd'hui, j'agirais pas comme ça. Je foutrais même pas la honte à mon fils en disant putain, t'as fait des recherches, parce que du coup, je me suis senti honteux. J'ai culpabilisé parce que je me suis dit en fait, t'as pas à chercher ça, faut pas le faire. Après, j'ai aussi pour souvenir que ça mettait en scène des couples hétérosexuel, mais je pense qu'à l'époque du coup toutes ces questions je me les posais pas encore en fait. Là c'était vraiment la découverte du sexe d'une manière générale. Et donc à ce moment-là toi t'as pas encore conscience de ton homosexualité ? Pas du tout, non. D'accord, non, ok. Non. Vraiment c'était juste en savoir plus sur le sexe en général puisque en fait je n'en savais rien du tout. Quand ton père il te met une gifle, ta maman elle intervient pas ? Non, il a fait ça de son côté en fait.
Il a pas du tout informé ma mère de ce qui s'était passé et il a voulu gérer ça tout seul. Ça, c'était la réaction de tes parents sur le coup, mais est-ce que vous en avez reparlé plus tard? Est-ce que t'as déjà dit à ton père que franchement cette gifle, aujourd'hui tu comprenais pas? C'est marrant parce que ça fait peu de temps que j'y pense, ça traîne dans un coin de ma tête et je le ferai à un moment donné. Sachant que tu te rends compte à ce moment-là que c'est si compliqué de parler à tes parents de sexualité, le moment où tu découvres justement ton homosexualité, tu te dis que tu peux leur en parler ou pas? Non, et en plus, finalement, mes parents me connaissaient pas tant que ça parce que quand tu commences à te poser des questions quand t'es jeune, c'est encore des choses que tu peux garder pour toi parce que c'est des désirs que tu ressens et tout, mais au bout d'un moment, t'as envie d'avoir des premières relations et tu sens en fait que c'est pas une passade, ça prend de plus en plus d'importance dans ta vie et à un moment donné, j'ai senti que c'était trop présent et qu'il fallait que, même si ça me foutait les jetons, il fallait que je saute le pas. Il fallait que j'essaie de voir en fait finalement ce que ça donnait. Et si ça me plaisait pas, tant pis, mais au moins j'aurais essayé. Et à l'époque, je m'étais inscrit sur un forum gay, je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui. Pour les adolescents, en fait, il y avait pas toutes les notions de prédateurs et de gens chelous qui traînent sur la toile, donc c'était quand même plutôt bon enfant. C'est là-dessus que j'ai rencontré mon premier mec. J'avais 16 ans, un peu plus de 16 ans. Et là, en fait, t'as ton premier rendez-vous et là, en fait, tu l'embrasses et puis là, tu dis bah putain, ça y est quoi. Et là, le sentiment vraiment de dire putain, ce baiser en fait représente le point final de tous mes questionnements depuis des années. Et ça m'a vraiment fait un bien fou. Et en même temps, t'as le sentiment que putain, je suis pas dans la merde quoi. Si c'est pas représenté auprès de toi, c'est que c'est pas si facile que ça en fait finalement. J'ai une partie de ma famille qui est très poète je vais dire, mais des blagues. Ça veut dire quoi poète? C'est quoi? Non mais c'est peut-être J'ai jamais entendu ça. C'est quoi? C'est camion poète? Non, ouais, voilà. En gros, c'est ça l'idée. C'est des blagues vraiment à la con. Bon, j'avais c'est les blagues de beauf, quoi, les exactement, blagues poète. Ok. Exactement. Donc, j'avais typiquement quand ma mère n'était pas encore au courant, il y avait quand même un de mes oncles qui lui avait dit. Bah alors ton fils, je fais la voix comme ça parce que c'est la voix qu'il faut prendre en fait. Bah alors ton fils, il a pas de copine, sûr qu'il se fait pas enculer quoi. Puis là, voilà, ça c'est typiquement une partie de ma famille. Donc ça en fait c'est aussi un climat dans lequel j'ai baigné, de repas de famille où t'as des blagues, bon bah forcément t'as tout qui passe, hein, les blagues racistes, les blagues homophobes au fin fond de la campagne. Et bah là tu dis putain c'est pas simple. Et après aussi au lycée où t'as des mecs à la con qui te font des remarques au détour d'un couloir de est-ce que tu suces ou des trucs comme ça, ou tu traînes beaucoup avec des filles et bah quand t'es petit on croit que t'as un harem et que du coup t'as plein de choix dans les meufs et puis finalement en fait quand tu grandis c'est plutôt en fait il est pédé. Mais du coup tout ça finalement t'embrasses un mec et tu dis putain c'est chouette, je sais enfin qui je suis, et en même temps tu sais que ça va être un chemin de croix et que ça va pas se faire si facilement. Et alors finalement c'est qui la première personne à qui t'en parles? C'est ma meilleure amie d'enfance, mais j'ai dû en parler en fait au moment où sur ce fameux forum donc, sur lequel j'étais toujours inscrit, donc ça faisait déjà je pense 1 an et demi, 2 ans, j'ai rencontré un garçon et au fur et à mesure de la conversation, moi j'avais tendance à toujours mentir sur le lycée dans lequel j'allais, sur ce que je faisais comme études. Et là cette fois-ci je me suis dit non en fait je vais le dire, j'en ai marre, et puis franchement ce serait vraiment le hasard qu'il soit dans la même école que moi. Et il se trouve qu'il était dans la même école que moi. Et là je me suis dit putain mais c'est pas possible. Et en fait en tirant le fil, en fait il était super ami avec une de mes meilleures amies de l'école dans laquelle j'étais. Et là je me suis dit putain mais alors là mais pas de bol quoi. Et en plus c'était quelqu'un qui assumait lui son homosexualité. Et je me souviens, il m'avait dit je viendrai te chercher à ta salle quoi. Mais j'ai fait mais no way. Ah non mais tu vas pas me chercher à la sortie de ma salle parce que forcément si tu viens ma copine va comprendre que je suis gay et j'étais pas prêt à en discuter. Et finalement, je pense que c'est lui aussi qui m'a aidé à me dire putain fuck en fait, j'en parle.
j'arrête de mentir finalement et j'ai commencé à en parler à des amis autour de moi et notamment à cet ami qui le connaissait, ce qui a permis de me libérer. À un moment donné aussi, faut l'assumer et faut aussi un peu bousculer les gens finalement. Et si je reviens au coming out, ma sœur l'a su 3 ans avant mes parents. Donc je l'ai fait un peu lâchement. J'aurais écrit une lettre et je suis parti en vacances en plus. Et j'ai chargé ma sœur de la donner à mes parents. Pourquoi t'as eu besoin d'écrire une lettre, de le faire par la lettre? Ça revient encore une fois au regard que ma mère pouvait avoir sur moi en fait. Et ma mère en fait, j'avais pas envie de lire dans ses yeux de n'importe quoi. J'avais pas envie je savais que j'allais pas lire du bonheur. Donc j'avais pas envie de lire de la déception, la tristesse et je préférais faire ça à distance en fait. Même si finalement c'était pire parce que ma sœur m'a raconté ce qui s'était passé. On en a parlé après au téléphone mais c'était l'apocalypse, j'avais juste pas envie de rentrer. Ma sœur me raconte que du coup ma mère arrêtait pas de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, que mon père s'est levé, a commencé à se mettre à pleurer et est parti à la cave et en fait qu'il est resté toute la semaine limite dans la cave. Et pour la petite anecdote, je fais une parenthèse, mais du coup c'est à partir de ce moment où mon père émotionnellement s'est libéré et est devenu beaucoup plus émotif, alors que lui avait vraiment un cœur de pierre. Mais ça a été quand je prends le train pour voir mes parents, où je repars, mon père il a les larmes aux yeux à la gare, ce qui n'est jamais arrivé en fait. Ou quand je me suis séparé de mon mec, il pleurait au téléphone avec moi. Bref, ça c'est à partir du coming out qui a permis ça. Donc ça c'est le côté positif, mais c'est la conséquence qui a mis des années et des années à arriver. Et ma mère, pour le coming out, c'était vraiment des questions bêtes et en même temps logiques quand tu sais pas et t'as jamais eu d'exemple autour de toi. C'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et quand je suis rentré, elle m'a dit quand même plusieurs choses assez dures. Elle m'a dit notamment quand ta sœur nous a donné la lettre, on pensait que t'avais mis une fille enceinte et limite on aurait préféré. Du coup d'entendre ça, tu dis putain ça va pas être simple. Et dans le même temps, dans ma lettre notamment, j'avais peur qu'ils mettent à la porte. Et ma mère m'avait quand même dit c'est hors de question en fait, t'es notre fils et ça arrivera jamais. Donc il y avait quand même cette dimension de on a envie que ça s'arrange. Ça mettra du temps mais on a envie que ça s'arrange. On a envie de prendre le temps d'accepter la situation ou quand tu dis que ça s'arrange, ça sous-entend qu'il y a un problème en fait. En fait, je pense que ma mère espérait que ce soit une passe. Donc en fait, elle disait ça va s'arranger, on va régler ça en famille et on va pas te faire exorciser mais ouais voilà, on va t'exorciser. On va arranger la situation. On va te remettre dans le droit chemin. On va te mettre des posters de filles nues partout. Ressors tes posters de charme. Et là, quand il y a un sein dénudé, ça te fait rien? Non, c'était pas... Je pense que c'était au début il y avait beaucoup de remarques sur c'est une passe et ça ira. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'elle a commencé à se documenter sur le sujet. Elle achetait des livres, elle regardait des documentaires à la télé, elle lisait des articles. Elle avait en fait besoin de se nourrir de tout ça et de comprendre en fait comment ça se passait. Et de comprendre ce qu'était l'homosexualité finalement. Je sentais en fait chez elle une ouverture d'esprit de plus en plus grande. Et c'était des choses très maladroites qui me faisaient rire. Mais c'était je tombais sur l'épisode de Plus belle la vie et il y avait un couple gay et franchement c'était tout à fait normaux et où c'était je suis au resto, j'ai vu 2 lesbiennes, elles avaient un enfant, puis l'enfant franchement il avait l'air de bien se porter, enfin c'est mignon. Quand ça arrive 20 fois dans le mois c'est un peu énervant, mais j'étais patient parce que je savais qu'il y avait un cheminement à faire. Ce qui a aidé, et là je reviens, c'est un peu décousu, je reviens à mon ex. Ils l'ont rencontré en fait au bout de quelques mois. L'acceptation en fait s'est faite aussi parce que moi je passais beaucoup de temps chez lui et à un moment donné ma mère elle m'a dit écoute c'est tes dernières années d'études, tes dernières années où t'es chez nous et ça me frustre en fait de pas pouvoir te voir, donc il pourra venir à la maison. Et là en fait il a commencé à venir de plus en plus
Et mon père a commencé à sortir des bouteilles de vin, au début de la piquette, et puis après en fait des bouteilles de plus en plus bonnes. Et là en fait tu sens qu'il accepte et que ça se passe bien, et en fait ça s'est fait comme ça, naturellement. Grâce au baromètre du vin. Quand on te sort une bonne bouteille, c'est quelqu'un de bien. Bah en fait ils se sont rendus compte qu'on était quand même... ils avaient une certaine image négative de l'homosexualité, et finalement on était un couple comme tout le monde. Et mon ex était quelqu'un comme tout le monde, comme moi. Et je pense que ça les a aidés tous les deux à accepter mon homosexualité. Est-ce que tu te rappelles ce que c'était pour toi faire l'amour avant ta première fois? Bah pour moi c'était vraiment qu'un schéma hétéro, donc en fait j'avais pas du tout idée de ce que ça pouvait être faire l'amour avec un homme. Ce qui m'avait rassuré, c'est que quand j'ai rencontré mon premier mec, il avait déjà eu des relations avant, donc en fait je me suis dit je vais me laisser guider et je vais voir comment ça va se passer. Et après je me suis dit il a un pénis, j'ai un pénis, ça devrait aller, enfin on devrait pouvoir gérer. J'arrive à gérer pour moi, je peux gérer peut-être pour lui. Et finalement il m'a quand même guidé. Je pense que j'avais besoin du coup de quelqu'un avec déjà de l'expérience, parce que j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Et du coup comment ça s'est passé? Bah ça s'est bien passé, j'essaie de me souvenir, c'était plus ou moins marquant, mais c'était une petite branlette comme ça, je pense. Et du coup oui, ça c'est sûrement, j'ai pour souvenir que ça s'est fini par une petite pipe de sa part, je pense, parce que moi je voyais ça dans, je sais pas trop comment faire, donc je l'ai laissé faire. Ça a été juste pas ce que les hétéros disent préliminaire, mais en fait pour moi c'était quand même j'ai pas du tout de notion de sodomie, donc pour moi c'était on avait fait l'amour. Et ça a été une sorte de rite de passage dans le sens où je me suis dit bah vas-y ça y est en fait, maintenant tu sais quitter définitivement les filles ne t'intéressent pas. Donc du coup t'as jamais été avec une fille? Non, ça m'a jamais attiré, ça ne m'attire toujours pas. Je suis un golden boy. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de relation avec des filles et aucun désir, ça a toujours vraiment été sur une admiration, trouver une fille belle ou attirante, mais jamais dans un désir charnel. Ça m'a même toujours un peu dégoûté quand j'y pensais, donc j'ai jamais voulu tenter. Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont marqué, appris ou fait grandir après? Liées à la sexualité, du coup? Ouais, liées à la sexualité ou à tes relations amoureuses, quoi. Enfin, après ta première fois et après ce premier garçon avec qui t'es resté 5 ans, ou même avec lui, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a eu des expériences, qui t'ont marqué? En fait, ce qui m'a... Je pense que c'est peut-être bien d'en parler à un moment donné de la sodomie. On passe aux choses sérieuses. Donc en fait, on était surtout sur du basique et ça avait alors je saurais pas dire le... Mais qu'est-ce que t'appelles du basique? Du basique, c'est les préliminaires finalement. Donc et pour toi, c'est basique? Pas pour moi, parce qu'en fait tout l'aspect sodomie m'a jamais forcément très attiré, et pour moi n'est pas une obligation dans une relation homosexuelle, ce qui est pas forcément le cas je pense que mon avis est très minoritaire. Après c'est pour ça que je dis basique, mais je pense que je me conditionne aussi à la vision générale, alors que pour moi c'est en fait le majeur en fait, puisque c'est ce que je fais tout le temps. Après pour tout la sodomie, j'ai commencé à y toucher si on peut dire ça, justement avec ma 3e ou 4e relation, avec quelqu'un qui était passif, du coup qui se faisait prendre. En fait, c'est vrai que généralement sur les applications, t'as cette notion, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même généralement pour du cul. Et même en fait, si c'est pour des relations, c'est quand même bien de savoir si t'es compatible avec un mec. 2 actifs, ça se fait. Je suis dans une relation actuelle où on est 2 actifs. Donc pour le coup, on n'a toujours pas fait la sodomie. Mais c'est pas non plus quelque chose qui m'excite énormément, donc je cherche pas et j'ai pas de frustration aujourd'hui là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut sinon être un peu gênant
Moi, je sais que justement avec mon mec actuellement, on s'était pas posé la question. On n'avait pas mis sur nos profils qu'on était actif-passif parce que c'était sur une autre appli où il n'y avait pas cette notion. Et j'ai mis vachement de temps à en parler parce qu'en fait, j'étais super stressé. Moi, j'ai toujours été dans des relations où ça collait bien, où du coup, j'étais actif et j'étais avec des passifs. Et en fait, ça faisait 3-4 mois et là, je me suis dit, putain, merde, on n'a toujours pas fait. Et en même temps, je sens qu'il a un peu ses mains qui traînent autour de mon cul et ça m'inquiète un peu. Parce que t'avais jamais été passif? J'ai déjà été, peu de fois. Je pense qu'avec mon ex de 5 ans, franchement, j'ai dû le faire 5 fois à tout casser, 1 fois par an pour son anniversaire. Ça ressemble à la pipe d'anniversaire de la relation hétéro. C'est un peu l'idée. Elle est un peu triste ta vision du couple hétéro. Du couple hétéro pas épanoui. Et en fait, j'ai dû le faire à peu près 5 fois, peut-être 1 fois où vraiment j'ai eu conscience d'avoir une prostate et que c'était vraiment une partie hyper excitante et qui donnait un orgasme totalement différent. Et en fait, je me suis levé et putain, j'ai pas compris quoi. J'avais les jambes qui tremblaient, j'arrivais plus à marcher. Et je me suis dit bon, en même temps, je vais me faire défoncer le cul, mais c'est qu'aussi, je sentais que j'avais eu des sensations totalement différentes en fait. De celle de l'éjaculation. Mais totalement. Après, t'es tellement à un summum d'excitation que généralement ça se déclenche à peu près en même temps. Mais en fait, tu peux avoir déjà éjaculé et avoir un summum de l'orgasme anal après, ou l'inverse. Alors c'était chouette, mais en même temps, bon, c'était un peu dur pour pouvoir arriver jusque là, donc j'ai pas eu envie de renouveler l'expérience énormément de fois. J'ai jamais eu le désir d'être passif parce que je me suis retrouvé avec des mecs qui s'étaient déjà définis eux. Donc du coup, je me suis dit bon bah on va être actif. Bah en fait finalement actif, bon bah tu rentres dans un trou donc ça va, ça fait pas hyper mal, y a pas autant d'engagement qu'en étant passif. Donc je me suis dit bah ouais chouette en fait. Et avec mon mec actuel du coup qui s'est révélé être actif aussi parce qu'on a forcément eu la fameuse discussion peut-être que ça va capoter parce qu'en effet 2 actifs ensemble ça peut peut-être pas le faire. Alors que tant que ça se passe bien et tant qu'on trouve notre plaisir tous les deux actuellement, la sodomie n'est pas une obligation. Et après, on s'est dit tous les deux c'est un peu horrible à dire, mais on ferait des efforts pour que chacun y trouve son compte. Exactement, et sans que ce soit forcément très régulier, mais 1 fois par an, à l'anniversaire, à la rigueur. Mais c'est quand même quelque chose d'important quand même finalement parce que en tout cas généralement, pas forcément pour moi, mais après je pense que généralement dans la communauté homosexuelle les termes actifs passifs ont quand même une importance grande et je vois déjà avec un de mes meilleurs amis gay pour le coup lui ne comprend pas en fait que au bout de plusieurs mois de relation avec mon mec on n'est toujours pas fait la sodomie. Parce que la sodomie, c'est une obligation pour lui, en tant que gay. Il juge que moi, refusant de faire la sodomie, en fait, j'ai pas vraiment fait l'amour avec mon mec. Et alors que pour moi, qui me complaît plus dans les préliminaires et dans cette situation et sans sodomie, bah si, j'ai l'impression de faire l'amour avec mon mec à chaque fois. Maintenant, on va parler un petit peu de ton corps. Est-ce que tu t'entends bien avec lui ? Et est-ce que tu l'aimes déjà ? Est-ce que je l'aime ? Question difficile. Je l'aime mieux. Maintenant ? Oui, je l'aime mieux maintenant. Je dirais pas que je l'aime complètement, mais j'ai appris à mieux l'aimer. Bah, en fait, j'ai souvent eu des problèmes de poids. J'étais vraiment en surpoids en seconde. Et là aujourd'hui, bah du coup, c'est pour ça que je me sens mieux dans mon corps. Mais c'est pas encore ça parce qu'on a encore ces vieux réflexes de quand on avait du poids en trop et dans un corps dans lequel on se sentait pas à l'aise. Du coup, on se perçoit encore peut-être différemment que la manière dont les gens me perçoivent aujourd'hui. J'ai toujours l'impression d'avoir du poids en trop ou d'avoir repris, de pas faire assez de sport. Parce que en fait finalement je suis déjà passé par là, c'est déjà revenu et t'as tellement peur que ça revienne à nouveau que tu t'angoisses. Parce que moi aujourd'hui je te vois très mince.
Oui, mais mais du coup on n'a pas la même vision des choses. Le corps, je me sens peut-être un peu mieux, mais dans la tête c'est pas encore ça en fait, dans l'image que t'as de toi. Qui va avec ma question d'après. Est-ce que tu te montres nu facilement? Non. Déjà j'ai vraiment du mal rien qu'à la plage. Je suis du genre à me mettre si possible au bord de l'eau pour avoir le moins de chemin à parcourir, et sinon avec les mains collées autour du ventre pour pas qu'on te regarde. Et là aujourd'hui je suis dans une relation avec quelqu'un qui me met vraiment en confiance, qui me montre qu'il me désire et passe son temps à me dire qu'il me trouve beau et à se foutre de ma gueule quand je me plains de mon corps. Donc je pense que ça aide et je sens une évolution quand même, donc c'est pour ça que j'apprends à aimer mon corps. Je suis pas encore à l'aise à montrer vraiment dans l'intimité, obligé de faire l'amour dans l'obscurité ou le moment gênant quand tu te lèves avec du sperme sur le ventre et puis je dis regarde pas enfin, en courant jusqu'à la salle de bain. Et puis lui qui tout mignon répond mais moi j'ai envie de te regarder, enfin je t'aime et machin. Je me dis oui bah on verra dans 10 ans. Mais je suis pas prêt encore, mais en fait c'est par des petites paroles comme ça, des actes et la manière dont il a de me regarder, la manière dont je me sens dans ses yeux. Du coup je me dis mais en fait t'as vraiment changé, aujourd'hui t'es quand même plus à l'aise dans ton corps et finalement c'est dans ta tête que ça se passe. Donc du coup je peux me sentir à l'aise et je pense que avec le temps ça m'aidera à l'être un peu plus, et je sens déjà après plusieurs mois de relation que j'ai un peu plus de liberté dans mes mouvements et je laisse plus me regarder et je suis moins mal à l'aise, mais il y a encore du chemin à parcourir. Est-ce que quand tu fais l'amour t'as conscience de ton corps ou est-ce que tu lâches prise? Non, j'en ai conscience et justement ça peut me faire arrêter. Je suis très cérébral quand je fais l'amour avec mon mec. Si toutefois il met la main au mauvais endroit ou qu'il me touche au mauvais endroit. Le mauvais endroit, c'est un endroit sur lequel tu complexes? Oui, c'est-à-dire que il va trop me caresser le ventre. Mais ça aussi, ça s'améliore. Est-ce que tu penses quand tu fais l'amour? Je me libère de plus en plus. Je pense tout le temps, mais j'ai l'impression d'arriver à me vider de plus en plus la tête. Je pouvais vraiment penser à des trucs cons, quoi, et je pouvais même penser à des potes à moi, bah oui non mais je pense à mes potes pendant que je fais l'amour. C'est très bizarre dit comme ça, mais il faut que je la rappelle, merde qu'est-ce que je fais demain soir déjà. Où je vais penser à putain j'ai truc con, j'ai plus de PQ quoi, ou et j'ai même souvent tendance aussi à penser même à la fin, c'est qu'on est en train de le faire et je vais dire putain ils sont où les mouchoirs, enfin un truc con mais sur la table de chevet. Des 5 sens, est-ce que tu peux me dire lequel pour toi est le plus lié à la sexualité? Pour moi c'est l'ouïe. Parce qu'en fait, dans la vie en général, j'aime bien parler, et dans la sexualité aussi. Donc j'aime bien parler et qu'on me parle. Donc j'ai souvent tendance à être un peu cru. Et du coup j'aime bien entendre la même chose en fait. Donc ouais, l'ouïe pour moi c'est le sens le plus important. Est-ce que tu as trouvé une formule magique, un truc qui marche à chaque fois pour te faire avoir un orgasme? Non, parce qu'en fait, je viens pas si facilement que ça à l'orgasme, en fait. Enfin, il faut du temps. Donc, il faut pas mal de préliminaires, en fait. Du coup, j'ai pas de truc qui me fait tout de suite monter au plafond. Non. Je suis un public difficile. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de simuler? Oui, ça m'est arrivé parce que y a des fois où t'es pas dedans et tu fais semblant en faisant des pour montrer que t'aimes ça et que ça se passe bien. Mais c'est toujours un peu plus difficile au moment où tu dois arriver à l'orgasme. T'as quand même du mal à sortir et c'est quand même difficile. Finalement, en fait, ça se termine toujours en laisse-moi faire. Est-ce que c'est facile pour toi de dire à l'autre ce que tu veux, outre le fait que tu voudrais qu'il te parle et que ça dure longtemps? C'est facile pendant l'acte sexuel parce que t'es à fond dedans, il est excité, puis il trouve que c'est une bonne idée.
Mais je me souviens de le fait d'aborder le sujet de la sexualité autre que pendant l'acte. Dernièrement, j'ai envie d'attacher mon mec et de le masturber avec un œuf en silicone en fait. Donc on met dedans en fait du gel et tu le branles en fait avec l'œuf et du coup dedans t'as des petites formes pour te donner des sensations. Et en fait j'étais mort de rire à lui faire ça parce que je lui dis je veux te faire un truc, mais en même temps j'étais super gêné. Et du coup, je dis, je t'attache, et en même temps, j'arrivais pas à l'attacher, donc et lui, il était un peu excité, mais moi, j'étais mort de rire. Je te branle avec un œuf. Bah, moi, je lui dis, je te dis pas ce que je vais te faire, et en même temps, moi, j'arrêtais pas de rigoler, parce que je me dis, c'est con, quand même, je suis en train de l'attacher, puis ça marche pas. Puis après, je sortais l'œuf, et puis tu mets le gel, t'en fous partout, et puis ça glisse, puis il tombe, et puis après, et en fait, j'étais très mal à l'aise. Et après, ça s'est très très bien passé, mais en même temps, étant donné qu'on n'était pas encore dans l'acte sexuel, je me suis senti con, en fait, et alors que ça s'est avéré très excitant. Mais sur le moment, j'étais assez gêné, oui. Et les choses que t'aimes pas, t'arrives à lui dire aussi? Je lui dis, mais généralement, j'essaie quand même de lui faire confiance et de voir aussi lui où il veut aller. Et si je le dis généralement en fait à la fin en me disant, je me souviens en fait les premières fois où je le faisais avec lui, étant donné qu'il avait pas énormément d'expérience, il descendait trop bas ou enfin il était assez maladroit. Où il pouvait sucer en mettant un peu les dents ou des trucs, enfin c'est des petits trucs, mais je voulais tellement pas le vexer ou du coup je prenais sur moi et je disais rien et à la fin je disais par contre la prochaine fois ce serait bien que tu sais tu tires moins sur le pénis parce que ça fait mal en fait. Des petites choses comme ça, mais oui on a quand même une relation ouverte. C'est marrant alors, parce que du coup ça veut dire que même si toi t'as un pénis, tu sais pas exactement ce qu'il faut faire pour l'autre. Ouais, mais je pense que c'était inné chez moi en fait. De savoir quoi faire. De savoir quoi faire avec les pénis des autres. Est-ce que t'as besoin d'être amoureux pour avoir des relations sexuelles? Oui, j'ai toujours eu besoin d'être amoureux. Parce que finalement, même à l'époque où j'allais sur des applications où il y avait quand même les plans cul à portée de main, je me suis jamais senti à l'aise au point de pouvoir aller coucher avec un mec un soir comme ça parce que j'ai besoin de me sentir à l'aise avec la personne, me sentir proche d'elle et si possible être amoureux, donc ce qui est quand même généralement lié chez moi. Donc, Est-ce que tu tombes facilement amoureux? Oui. Malheureusement. Cœur d'artichaut. Je suis un vrai cœur d'artichaut. En fait, je m'emballe très très vite. En fait, c'est que dès que je commence à parler à un mec, j'ai l'impression d'avoir rencontré le mec de ma vie, quoi. Du coup, moi, ce que je me demande, c'est que juste avant, tu me disais que t'avais besoin d'être amoureux pour faire l'amour. Mais du coup, si tu tombes amoureux facilement, est-ce que du coup, tu fais facilement l'amour? En fait, finalement, oui. Non, en fait, c'est que après ma relation de 5 ans, je stressais vraiment de me retrouver dans l'intimité avec un garçon à nouveau, parce que quand ça fait 5 ans que tu baises avec le même mec, t'as l'impression d'avoir déjà toutes les réponses et que c'est simple et que finalement quand ça s'arrête, en fait t'as pas tout compris, il faut remettre les choses à plat. En fait, quand j'étais dans cette relation de 5 ans, le sexe a toujours été un sujet de discussion et d'engueulade. Moi, j'avais besoin en fait de changement, j'avais besoin d'un peu plus de fougue, un peu plus de spontanéité. Et généralement, quand lui avait envie que ça se fasse, il attendait que ça vienne de moi, donc il avait tendance à me toucher avec sa bite sur ma cuisse en fait pour on y va quoi, on le fait. Et du coup, je savais que c'était à moi d'aller le sucer. Ça fait vraiment genre aller au boulot. Au boulot. Exactement. Moi, j'étais persuadé qu'en fait, c'était la manière dont notre relation fonctionnait et que c'était sympa comme ça. Et quand ça s'est terminé, j'ai totalement redécouvert la sexualité et je me suis dit, mais putain, en fait, ce que t'as vécu, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas vivre après. Et en fait, je me suis totalement redécouvert après ça. Ce qui est plutôt étonnant parce qu'on peut se dire que dans une relation de 5 ans où tu fais pleinement confiance à la personne, tu peux plus te lâcher et tester des choses. Ce qui n'a pas été mon cas et ce qui a été plus le cas
avec des relations de quelques mois, finalement. Mais t'étais amoureux. Mais j'étais amoureux. Et quand t'es amoureux, justement, est-ce que tu peux avoir envie d'autres personnes? T'as toujours tendance à regarder le menu quand même, mais j'ai jamais voulu sauter le pas. J'accorde quand même une importance à la fidélité, et ce qui est assez drôle parce que selon mon fameux ami gay, il me dit quand même que la fidélité est une notion hétérosexuelle. Et que S'il savait à quel point les hétéros sont pas fidèles. Non, mais en fait, c'est débile. C'est des gens qui sont fidèles, d'autres qui ne le sont pas, et c'est absolument pas lié à une orientation. Ouais, totalement. Non. Et en fait, ce qu'il comprend pas chez moi, puisque moi, j'ai quand même très classique, j'aime les relations posées, fidèles à ton mec et avec qui tu peux rester des années. Pour lui, je n'ai pas une sexualité 100% gay. Si j'étais 100% gay, je suis open dans mes relations, donc je peux aller voir ailleurs. J'ai une sexualité plus débridée, je fais plus de sodomie. Selon lui, je suis totalement dans un schéma hétérosexuel. Alors du coup, il a une vision très biaisée aussi. C'est un peu cliché en fait de croire que tous les gays sont pareils. Enfin, c'est comme dire que nous, hétéros, on est tous pareils. Totalement. Pour lui, il évoque le fait que notre communauté s'est battue longtemps pour la liberté et qu'en fait, je fais chier à vouloir me ranger dans les schémas hétéros. Parce que pour lui, du coup, tu rentres dans un schéma hétéro parce que tu ne pratiques pas la sodomie et parce que tu cherches une relation stable. Ouais, c'est l'idée, ouais. Puis je suis un gay chiant, en fait, finalement. Pour lui, je suis pas... T'es pas fun, quoi. Je suis pas fun. Bah du coup, c'est la question de la fin. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu venir nous raconter tout ça? Parce que du coup, en fait, j'avais envie de raconter mon histoire et aussi donner une autre vision de l'homosexualité, peut-être loin des clichés que tout le monde peut avoir. Et peut-être que je suis une minorité dans une minorité, mais c'était important pour moi de donner une autre vision de l'homosexualité à travers mon histoire. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet, entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Boer. Allez, à dans 15 jours.